14h à Paris, 13h en temps universel. Edmond Sadaka. Bonjour à tous. L'avion ramenant des Français évacués de Wuhan en Chine s'est posé près de Marseille, dans le sud de la France, à la mi-journée. Ces quelques 200 personnes vont être placées en quarantaine pendant 2 semaines. Le dernier bilan de l'épidémie en Chine s'élève à 213 morts. La capitale fédérale australienne, Canberra, placée en état d'urgence en raison des incendies. Une vague de chaleur est attendue dans les 2 prochains jours. Les autorités demandent aux habitants de se tenir prêts à évacuer. Près de 4 ans après le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni va larguer les amarres à minuit heure française, les amarres européennes. Et puis parmi les nombreuses questions qui vont devoir être négociées durant les prochains mois, nous verrons qu'il y a aussi celle du football anglais, nous dira Frédéric Sutot. Et puis en France, le Conseil d'État inflige un second revers en 1 semaine au gouvernement. Cette fois-ci, c'est la circulaire Castaner sur les municipales qui est en partie suspendue. Quelques 200 Français rapatriés de Wuhan en Chine sont arrivés à la mi-journée dans le sud de la France. L'avion militaire qui les a transportés a atterri sur la base d'Istres près de Marseille. Des tests doivent être pratiqués sur ces personnes qui ne présentent pour l'instant aucun symptôme. Durant 2 semaines, elles seront soumises à une mesure de quarantaine, le temps de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'infection. Elles seront ensuite confinées dans un centre de vacances, donc durant ces 15 jours, sur la Côte Bleue à Carry-le-Rouet, près de Marseille. Petite localité qui se retrouve sous les projecteurs bien malgré elle. Écoutez ce reportage de Stéphane Buriat. À contre-courant, certains habitants comme Alain refusent de céder à la psychose. Il est quand même dans un coin un petit peu retiré. Je pense qu'il faut quand même les accueillir. Ça m'inquiète pas trop dans le sens où s'ils sont suivis médicalement et qu'ils sont en quarantaine, je fais confiance quand même à la médecine, donc je vois pas pourquoi il y aurait de problème particulier. Car la tendance générale ici est plutôt à l'incompréhension et à l'inquiétude, même si le centre de vacances est bien isolé à l'écart du centre-ville. À l'écart de la ville, sauf que quand même pour nous, c'est pas un écart, hein. Si en passant ils nous laissent les microbes, enfin, ou les virus, plus exactement. Écoutez, des virus, ça vole, ça essaime. Moi, il me semble qu'il faudrait prendre des mesures de sécurité. Le maire Jean Montagnac, qui a appris la nouvelle dans la presse, ne cache pas sa colère, alors que la ville doit accueillir ce week-end une grande manifestation culinaire. Alors, je vais expliquer mon mécontentement, non pas d'accueillir des Français, parce que je pense que c'est la moindre des choses, mais de la façon dont ça s'est passé. Nous avons, à partir de ce dimanche, les dimanches de l'Orsinade. Nous avons des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui, informés de cette situation, ont annoncé qu'ils ne viendraient pas à Carry, quoi. Et c'est pour cette raison qu'une réunion d'information pourrait être organisée très prochainement pour rassurer les habitants sur les conditions très strictes de la quarantaine qui sera appliquée aux rapatriés français. Stéphane Burgat, Carry-le-Rouet, RFI. Avec désormais près de 10 000 personnes contaminées et 213 morts, l'épidémie née à Wuhan se répand hors de Chine. La Russie vient d'annoncer 2 premiers cas confirmés. Il s'agit de ressortissants chinois. En Europe, le gouvernement italien a proclamé aujourd'hui l'état d'urgence pour éviter une éventuelle contagion au lendemain de l'annonce des 2 premiers cas chez un couple de touristes chinois. 2 cas d'infection confirmés aussi au Royaume-Uni, les premiers pour ce pays. Je vous rappelle qu'en France, 6 cas ont été diagnostiqués, et qu'hier, l'OMS a déclaré depuis Genève l'épidémie urgence de santé publique de portée internationale. En Australie, après quelques jours de répit tout relatif, les incendies reprennent, notamment autour de la capitale fédérale Canberra, placée en état d'urgence pour la première fois depuis 2003. À l'époque, les incendies avaient détruit des centaines de maisons. Aujourd'hui, les feux menacent les banlieues sud de cette ville de 400 000 habitants où une vague de très forte chaleur est attendue ce week-end. Le ministre en chef du territoire, Andrew Barr, a demandé aux habitants de se tenir prêts à évacuer. Samedi, nous allons devoir faire face à des conditions climatiques extrêmes. Il est possible qu'il y ait une tempête dimanche. Nous nous attendons à ce que cela fasse étendre dangereusement le feu qui fait rage actuellement dans l'Auroral Valley. Les habitants de Canberra, surtout ceux des banlieues sud, doivent se tenir en alerte maximale. Les forces de police et de défense australiennes ont envisagé différentes situations en fonction de l'évolution du feu. Il faut aujourd'hui que les civils fassent la même chose, qu'ils préparent leur famille et leur logement en cas d'urgence.
Vous devez avoir un plan, savoir à quel moment partir, quoi emmener et où aller. Des centres d'évacuation sont en train d'être mis en place. Regardez où ils se trouvent et comment vous pouvez vous y rendre. Il faut que votre plan incendie soit prêt. Mieux vaut ne pas avoir à l'utiliser que ne pas en avoir le moment venu. Le ministre en chef du territoire de la ville de Canberra en Australie, Andrew Barr. Plus de 3 ans et demi après le référendum, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne va devenir effectif dans quelques heures, à 23 heures, heure de Londres, minuit, heure de Paris. Le premier acte de l'interminable feuilleton va prendre fin, mais le plus dur commence avec les négociations de la nouvelle relation entre l'Union européenne et donc le Royaume-Uni qui vont durer jusqu'à la fin de l'année. Le Royaume-Uni va aussi devoir négocier avec d'autres pays, à commencer par les États-Unis. Les Brexiteurs, en tout cas, en sont certains, ça va bien se passer. Ceux qui avaient voté pour la sortie de l'Union se réjouissent aujourd'hui de voir une page se tourner. C'est le cas de ce chef d'entreprise qu'a rencontré l'une de nos envoyées spéciales à Londres, Anissa El Jabri. Il sourit jusqu'aux oreilles, mais promet juré, il n'est pas revanchard et ne fera pas la fête ce vendredi soir. Richard Stone est un patron d'entreprise brexiteur, c'est rare, et sa fierté, il l'exprimera discrètement. Il a prévu de porter des chaussettes aux couleurs du drapeau britannique, et c'est tout. Pour les pro-européens déprimés et inquiets de l'avenir du pays, il a un message. Il y a un énorme potentiel dans ce pays. Nous avons montré tout au long de l'histoire notre capacité à être inventif. On peut continuer à le faire et le meilleur moyen, c'est de faire ça ensemble et de laisser les problèmes derrière nous. Pour Richard Stone, la Grande-Bretagne a un atout majeur. La Grande-Bretagne a 3 cercles d'influence, les États-Unis, l'Europe et le Commonwealth. En réalité, la Grande-Bretagne joue un rôle pivot dans le monde. C'est pourquoi la Grande-Bretagne peut jouer un rôle de facilitateur entre ces pays. Ça n'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas forcément à choisir entre les règles européennes et les règles américaines. La présidente de la Commission européenne a évoqué des négociations à venir très dures. Richard Stone est convaincu de son côté que tout sera réglé en 2020. Anissa El Jabri, Londres, RFI. Et ce ne sont pas les dossiers épineux qui vont manquer durant les prochains mois pour régler ce dossier Brexit. Cela va de contentieux commerciaux à la coopération en matière de sécurité et de renseignement, en passant par l'approvisionnement en électricité et en gaz. Mais aussi parmi les questions qui vont être négociées, il y a celle du football anglais. La toute-puissance des clubs anglais qui règnent sur l'Europe pourrait être à plus d'un titre ébranlée par le Brexit. Explication de Frédéric Suto. Plus de 330 joueurs étrangers évoluent aujourd'hui dans les 20 clubs de Première Ligue, 65% des effectifs. Tant que la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne, la plupart de ces joueurs n'avaient pas besoin de permis de travail au nom de la libre circulation des biens et des personnes. Là, avec le Brexit, la donne va changer. Les joueurs non anglais devront obtenir ce permis de travail. Or, la législation est très stricte. D'une certaine façon, vous devrez prouver que vous ne prendrez pas la place sur le marché d'un joueur anglais, que vous bénéficiez d'un certain nombre de sélections avec votre équipe nationale, que votre valeur marchande justifie ce recrutement. De même, l'UEFA stipule que seuls 5 joueurs extra-communautaires peuvent être inscrits sur une feuille de match. Fini donc les 11 de départ à Arsenal ou Manchester City sans un Anglais sur la pelouse. C'est possible, oui, mais les Anglais ne sont pas fous. Le championnat anglais est celui qui est le plus diffusé au monde avec des droits télé pharaoniques. Toute cette économie génère énormément d'argent, de taxes pour le gouvernement. 4 clubs anglais étaient en quart de finale de la dernière Ligue des Champions. Liverpool est champion d'Europe. Personne en Angleterre n'a intérêt à casser cette dynamique. Reste à négocier une exception pour le foot anglais. C'était Frédéric Suto. En France, un nouveau revers pour le gouvernement. Le Conseil d'État suspend en partie la circulaire Castaner envoyée en décembre au préfet. Dans ce document signé par le ministre de l'Intérieur, il était notamment prévu de ne plus attribuer de couleur politique aux maires de communes de moins de 9000 habitants. La circulaire rédigée bien sûr dans la perspective des municipales de mars prochain. L'opposition se félicite de cette décision du Conseil d'État. Et puis toujours dans la perspective des municipales, la fin d'un secret de polichinelle, Édouard Philippe sera bien candidat dans sa ville du Havre et en tête de liste, le Premier ministre l'a annoncé
dans les médias locaux ce matin. Édouard Philippe ne quittera pas pour autant son poste de chef de gouvernement s'il est élu en mars prochain, ce qui est l'hypothèse la plus probable. Il céderait son fauteuil de maire à son numéro 2, Jean-Baptiste Gastine, l'actuel maire de la ville. Merci d'écouter RFI, il est bientôt 14h10 à Paris. Le journal d'Haïti et des Amériques